David Gruson, vous êtes obligé, vous avez une obligation. Et on a l'impression que vous marchez à marche forcée. Donc votre priorité, c'est la restructuration, la réorganisation sur un territoire de l'offre hospitalière publique dans un premier temps, privé peut-être après. Alors, est-ce que vous avez le temps de vous occuper, ceux qui sont en face, les libéraux? Et comment vous allez procéder? Et sans langue de bois, bien sûr. Bah écoutez, j'ai pas trop l'habitude de la langue de bois, ou en tout cas, si je l'utilise, j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas. Je voudrais déjà remercier le docteur Philippe Boutin de son invitation. Merci de ce signal d'ouverture que vous adressez en conviant l'hospitalisation publique à cette session. Et je voudrais évidemment aussi saluer mon collègue Francis Saint-Hubert. Tu interviens quand tu veux, Francis, pour me dire si je te dis si ce que j'évoque correspond à ce que tu vis dans ton établissement. Petit point de méthode, et je vais essayer de tenir la durée, je vais essayer de faire une intervention vierge de tout sigle. Et donc du coup, je vais essayer de parler de groupement hospitalier de territoire. Pourquoi c'est important de parler de groupement hospitalier de territoire? Parce que Cécile Courrèges et Anne-Marie de Saxé l'ont dit, et je souscris complètement à cette formule. Je vois au quotidien avec Anne-Marie dans le dialogue qu'on peut avoir avec la chef ministère, mais j'ai vu aussi avec Cécile sur le terrain la manière dont tu fais vivre les choses. Je sais que vous partagez cet esprit-là de responsabilité partagée à l'échelle d'un territoire. Et à vrai dire, quand on parle de groupe hospitalier de territoire, ça se comprend tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un double objectif. Concrètement, que doivent faire les responsables hospitaliers, c'est recomposer l'offre hospitalière publique. Et il y a nécessité pour un mouvement de recomposition de l'offre hospitalière publique dans l'intérêt de l'efficacité, de la qualité, de la sécurité, de la prise en charge des patients. L'offre hospitalière privée a enclenché et continue à enclencher un mouvement de recomposition d'elle-même. Elle le fait en fonction de ses objectifs, aussi en coordination dans une certaine mesure avec les partenaires hospitaliers publics, mais il y a bien une logique de groupe portée par le secteur privé à but lucratif ou non. De la même manière, c'est ce que la Fédération hospitalière de France appelle depuis longtemps de ses voeux, il y a la nécessité d'une stratégie de groupe public et donc d'une recomposition de l'offre publique. Mais en même temps, quand on dit un groupe hospitalier de territoire, ça veut dire aussi un groupe hospitalier sur un territoire. Et à aucun moment, les acteurs hospitaliers n'ont prétendu avoir le monopole de l'offre de soins sur ce territoire. Ce qui veut dire que cette formule des groupements induit là maintenant une réflexion à avoir pour prévenir ce qui est un risque dans la loi de santé, celle de la disjonction des territoires. L'article 107, l'article 65 sur les communautés professionnelles de territoire. Ce risque, il est là puisqu'il y a deux dispositifs qui sont juxtaposés, mais ce risque, il me semble plus théorique que réel si on emprunte la bonne méthode de dialogue entre la ville et l'hôpital. Et la bonne méthode de dialogue, docteur, je pense que c'est exactement celle que vous avez construite. C'est absolument pas chercher à théoriser et surtout pas à réglementer ce que devraient être les bonnes relations ville-hôpital, mais partir des besoins de terrain, des expériences qui sont les vôtres, pour pouvoir essayer d'en déduire des bonnes méthodes d'articulation entre les communautés et les groupements. Alors je vais utiliser une formule médicale, ce qui pour le technocrate que je suis est toujours très risqué devant une assemblée de médecins, mais je dirais pour que ça fonctionne, moi je vois plutôt ça un peu comme un plexus. Si vous voyez, il y a une anastomose de membranes, de réseaux qui se fait de manière plutôt informelle en fonction de nécessités fonctionnelles qui émergent sur un territoire donné pour, à un moment donné, faire en sorte que ça circule, que ça fonctionne, que ça dialogue dans le respect des entités de chacun. C'est ce que j'ai vécu et je voudrais saluer la présence de Christine Kowalczyk, que je suis content de retrouver. Et c'est ce que j'avais vécu avec chère Christine, ce qu'on avait vécu ensemble dans l'océan Indien, à La Réunion, en mettant en place il y a un peu plus de 2 ans quelque chose qu'on avait appelé, alors vous voyez, une instance de coordination entre le centre hospitalier universitaire et l'Union régionale des professionnels de santé. C'est pas facile de ne pas utiliser le sigle, mais donc en fait c'était ni plus ni moins qu'une instance informelle de coordination sur le soin, la recherche, l'enseignement pour développer des programmes d'action coordonnés. Christine me disait que cette instance continue à vivre et qu'elle se développe dans l'opérationnel sur les projets cliniques, et je sais que ça nécessite beaucoup d'engagement des acteurs. Mais vous voyez, par rapport à la formulation que vous avez présentée, moi qui me paraît très pertinente, très intéressante, par rapport à ce qui était inventé là-bas, ce que j'ai vu aussi dans d'autres territoires, le Loir-et-Cher, les Deux-Sèvres, il y a là une efflorescence de bonnes pratiques d'articulation opérationnelle entre la ville et l'hôpital. Et je pense que notre responsabilité commune, c'est de faire émerger ces bonnes pratiques, non pas encore une fois de chercher à les modéliser ou à les théoriser,
parce qu'il faut les diffuser, faire en sorte qu'elles soient appropriées localement dans l'ancrage territorial et peut-être incitées par nos pouvoirs publics, régionaux, nationaux, pour mettre de l'huile dans les rouages pour que cette bonne articulation opérationnelle, elle se déploie concrètement sur le terrain. Et vous pouvez compter sur les responsables hospitaliers, sur la Fédération hospitalière de France pour aussi faire passer les messages auprès de nos adhérents, établissements publics, sanitaires et médico-sociaux, pour s'inscrire dans cette dynamique-là. Et essayer d'avoir les bons mécanismes de dialogue, non pas simplement dans le cadre de congrès ou de conférences comme aujourd'hui, mais peut-être un peu en temps réel, en se faisant des points de suivi réguliers entre professionnels pour s'assurer que cette stimulation des bonnes pratiques locales se retrouve concrètement sur le terrain et se diffuse sur le territoire, non pas selon un modèle unique, mais selon une efflorescence de bonnes pratiques locales émergeant de ce qui est l'expérience des professionnels libéraux et hospitaliers. Mais pour arriver à ça, il y a aussi besoin d'un certain nombre de déverrouillages opérationnels, d'actions qui portent plutôt sur la mise à disposition de ces bonnes expériences d'outils transversaux. Alors Anne-Marie ne sera pas surprise, et Jean-Bernard Rottier non plus, puisque je pense que dans la période qu'on vit, il y a quelque chose qui nous semble une condition nécessaire et à vrai dire un peu sine qua non, c'est le déverrouillage du modèle économique de la télémédecine et de la téléconsultation. Pourquoi ? Parce que ça projette d'une certaine manière l'offre hospitalière hors d'elle-même, ça stimule la recomposition de l'offre hospitalière et le bon positionnement des plateaux techniques par rapport à l'offre de proximité, et ça amène un nouveau mode d'articulation entre la ville et l'hôpital. Jean-Bernard est engagé sur la rétinopathie diabétique, ça existe, c'était le cas aussi, je l'ai vu à La Réunion, Pascal Gélin avait soutenu cette action. Il y a là aussi de bons exemples, de bonnes expérimentations locales, télémédecine, téléconsultation, mais qui aujourd'hui n'ont pas de modèle économique pertinent, il n'y a pas de capacité, sauf exception, de facturation sur la classification des actes médicaux, il n'y a pas de possibilité, pas de facturation, de valorisation des consultations hospitalières ou des groupes homogènes de séjour et des hospitalisations qu'on pourrait éviter. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de modèle économique pertinent pour les acteurs hospitaliers qui voudraient, et les médecins hospitaliers qui voudraient s'engager dans de la téléconsultation avec vous pour développer des filières de prise en charge permettant d'éviter de l'hospitalisation et d'éviter de la dépense de transport sanitaire. Moi, je suis convaincu que ce modèle-là de déverrouillage économique, il est pertinent non seulement pour la qualité de la prise en charge des patients, personnes âgées en établissement, personnes handicapées en établissement ou à domicile pour éviter les transferts sur les plateaux techniques hospitaliers, et c'est aussi un vecteur d'une nouvelle approche du dialogue médical entre la ville et l'hôpital, d'une nouvelle conception de la porosité, du plexus, aussi dans les pratiques médicales entre la ville et l'hôpital. C'est pour nous un objectif absolument prioritaire d'inscrire cette disposition de déverrouillage de la téléconsultation, de la télémédecine dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de concurrence quand même de temps en temps entre ville et hôpital? Parce que vous dites qu'il faut du dialogue, mais est-ce que la coordination ne devrait pas être plus organisée pour que justement il y ait de la complémentarité et pas de concurrence? C'est ce qu'on entend un petit peu quand même. C'est là où je disais pas trop de langue de bois. Est-ce qu'il y a une concurrence entre la médecine de ville et l'hôpital? Sur le terrain, je ne crois pas. Il y a une concurrence sur certains angles. Allons-y. On y va. Attendez, mais David Gruson n'avait pas fini sa phrase. J'ai pas fini ma phrase. Allons-y sur le sujet. Il y a une concurrence objective sur certains segments d'activité entre l'offre hospitalière publique et l'offre hospitalière privée. Il y a des segments sur lesquels l'offre hospitalière privée qui est pour partie libérale. Il y a des segments d'éléments de concurrence. Par contre, je pense que dans la dynamique des choses et dans le déploiement de cette nouvelle territorialité, il ne doit pas y avoir de concurrence entre la médecine de ville, la médecine ambulatoire et l'offre hospitalière. On est ensemble pour prendre en charge les parcours de prise en charge des patients. Simplement... Donc, on vous donnera la parole un peu pour... Oui, je serais content de dialoguer avec vous après. Simplement, dans la dynamique des choses, il faut bien mesurer, il faut bien comprendre que cette articulation et ce schéma de soutien aux actions de coordination n'est pas dans les principes du mécanisme de fonctionnement des établissements de santé aujourd'hui. L'exemple que je prenais, téléconsultation, télémédecine. Quelle est l'incitation aujourd'hui pour un établissement hospitalier à développer des programmes coordonnés de téléconsultation avec les professionnels de ville? Il n'y en a aucune, puisque l'incitation financière est au contraire à développer des séjours d'hospitalisation, à facturer le maximum possible de groupes homogènes de séjour en régime tarification à l'activité,
Donc ce système fonctionne un peu à l'envers. De la même manière, en regardant Elisabeth Hubert, les incitations au développement de l'hospitalisation à domicile, en articulation avec la médecine de ville, sont faibles dans le mécanisme de prise en charge et d'incitation et de fonctionnement financier des établissements. Donc on a à faire cette bascule-là, à recentrer aussi l'équation de financement, sans doute également, c'est 15% du financement des hôpitaux, le modèle des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Vous savez, les missions forfaitaires qui financent les établissements de santé. Aujourd'hui, ce modèle-là n'incite pas à la projection des ressources hospitalières en dehors des murs hospitaliers. Les hôpitaux développent dans le cadre des groupements des postes d'assistants médicaux partagés pour soutenir les premières lignes médicales dans les postes avancés, notamment dans la ruralité, qui sont majeurs, que sont les hôpitaux locaux, qui sont des lieux majeurs de dialogue entre la ville et l'hôpital. Et aujourd'hui, pour soutenir ces premières lignes médicales, le modèle des missions d'intérêt général n'est pas conçu comme ça. Donc il faut sans doute le recomposer, le faire évoluer et s'engager dans cette dynamique ensemble. Mais les GHT, est-ce que les GHT justement peuvent favoriser une meilleure coordination avec la médecine de ville, là où il y a un besoin, là où il y en a trop? Est-ce que vous avez cette démarche en vous? Est-ce que vous prenez des contacts et vous allez prendre des contacts avec les URPS par exemple? Je pense que, encore une fois, la bonne méthode, c'est celle que le docteur Duquesnel a fixée, celle que j'ai vue pratiquement dans l'océan Indien. Il faut que nous, comme fédération professionnelle, comme responsables nationaux, on soit dans ce discours d'incitation très forte. Et il ne faut surtout pas, mais alors là je le dis clairement, et j'espère en tout cas, sinon je serai surpris, qu'on sera d'accord sur ce point-là, il ne faut surtout pas qu'on est dans l'idée de sortir un décret ou une circulaire sur ce que doivent être les bons schémas d'articulation ville-hôpital sur le terrain. Ça, tout le monde sera d'accord. À part la lettre de liaison qui est dans la loi, oui, tout le monde sera d'accord. La Fédération hospitalière de France tient la semaine prochaine ses universités d'été. On fera le point avec nos adhérents sur un peu en symétrique de ce qui se passe là aujourd'hui à la Baule. Des bonnes pratiques d'articulation ville-hôpital vues des collègues hospitaliers. Et c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut qu'on ait ce partage-là, qu'on ait ce kaléidoscope de bonnes pratiques d'articulation ville-hôpital, mais en posant comme principe de fonctionnement qu'il doit y avoir, dès l'engagement des groupements hospitaliers de territoire, et encore une fois, sans méconnaître la légitimité de l'objectif de recomposition de l'offre hospitalière publique qui existe, mais sans méconnaître ça, il doit y avoir dès le départ une incitation très forte à l'ouverture des groupements sur la ville, parce que c'est aussi l'intérêt des acteurs hospitaliers, c'est l'intérêt des patients. Je fais juste un petit éclairage pour que Luc Duquesnel, je pense, appréciera. C'est que je pense qu'un des ingrédients de la réussite de la Mayenne, c'est aussi que sur ce territoire, géographiquement et historiquement, il y avait notamment 5 hôpitaux dits locaux, on les appelait comme ça, c'est-à-dire des hôpitaux qui étaient les hôpitaux des médecins généralistes, libéraux. Et cette existence même depuis très longtemps, et qu'on a longtemps favorisée, au contraire d'autres régions où parfois on a essayé de les supprimer, ou en tout cas de les transformer en maisons de retraite, ce qui était à mon avis était une erreur fondamentale. Ce creuset commun médecin généraliste et quand même structure hospitalière a permis le développement de nombreuses de ces initiatives. Et c'est un petit peu la question que je voulais poser à David. On comprend bien que tu ne milites pas, et heureusement, pour une norme, un processus bien. Mais néanmoins, quand on voit que les GHT, les 135 GHT, ça va de celui, je crois, le plus petit de Cherbourg, avec 2 établissements, jusqu'à Marseille, où il y en a 37 et 2 millions d'habitants, un peu plus. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même des guidelines, comme on dit, pour que parce que dans certains cas, on voit bien que les libéraux vont se dire, mais on va encore être face à une espèce de monstre hospitalier où on n'aura pas d'interlocuteur, etc. Est-ce qu'il y a quand même des choses très concrètes? Alors je dis en Mayenne, ça se fait, j'allais dire presque naturellement. Et qui plus est, j'ajoute, je dis un petit clin d'œil, en Mayenne, il n'y a pas de. Pour aller dans le sens de Benoît, il est vrai que sur le département, la seule représentation libérale au sein du GHT,
ce sont les médecins libéraux qui font tourner ces 5 hôpitaux de proximité, anciens hôpitaux locaux, et ce sont les seuls professionnels de santé libéraux, médecins libéraux, qui sont dans le GHT. Et je dirais que toutes les autres, toutes les organisations, on est en dehors du GHT, on n'est pas dedans. Moi, je n'ai pas encore été contacté, je suis co-gérant d'une CISAD de 70 professionnels de santé sur un territoire de 33 000 habitants, je n'ai pas encore été contacté par le GHT. Alors, David Bouzon. En Ile-de-France, ils sont contactés, paraît-il. Moi, ce qui me semblerait, mais vous voyez, je le formule. Cécile Corret, je n'ai pas d'accord. Je le formule comme délégué général de la Fédération hospitalière de France et comme recommandation, mais vraiment comme recommandation de bon sens. Hein. Et ce message également qu'on fait passer à nos adhérents, il me semble que chaque groupement doit prévoir des dispositifs de dialogue avec la médecine de ville. C'est le bon sens. Alors, Madame Armand-Terrasse, qui peuvent exister, sous une forme institutionnalisée, comme on l'avait conçu avec François Ramani, avec Christine dans l'océan Indien, commission paritaire, ville-hôpital, soit dans le cœur même des instances du groupement avec des mécanismes d'association. J'avais connu aussi, on l'avait fait sur le CHU que je dirigeais, il y avait une représentation médicale dans le conseil libéral, dans le conseil de surveillance du CHU, enfin du centre hospitalier universitaire, vous voyez, je n'ai pas tenu mon engagement. Donc en tout cas, il faut prévoir ces mécanismes d'association. Alors après, est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce qu'on peut être prescriptif sur des règles de participation? Si le terrain ne bouge pas dans ce sens-là, il faudra peut-être y venir. C'est pas franchement la bonne méthode. Je ne crois pas a priori. La bonne méthode, c'est de recenser les bonnes pratiques, de les diffuser, de montrer qu'il y a un intérêt partagé. Et je suis convaincu que dans les mois qui viennent, tout ça se déploiera sur le terrain. Faut-il encore se parler, quoi. Ouais. Madame Armand-Terrasse, vous vouliez répondre? Dire oui, les groupements hospitaliers de territoire, et nous le leur avons demandé, doivent prendre contact avec l'organisation structurée collectivement autour d'eux. Et prendre contact, ça veut dire... Prendre contact, ça veut dire éventuellement, comme je l'ai vu dans certaines conventions d'associations de GHT, les mettre à la table. Hein, et donc les URPS, alors bien sûr, j'ai vu une convention qui dit l'URPS, on l'invite. Et puis si on peut faire des choses ensemble, elle sera membre partenaire de notre conseil territorial ou de notre comité du GHT. Mais ce souhait n'est pas très connu encore dans les URPS. Mais alors, il faut qu'on fasse très attention. Imaginez-vous que demain, j'écrive un papier, une note de service en disant la médecine de ville doit être représentée au sein des groupements hospitaliers de territoire. Vous allez hurler. Voilà. Et les ARS y veilleront. Donc tout le monde va hurler, évidemment. Donc il faut faire très attention à ça. En revanche, David est témoin. Non, mais David est témoin que depuis des mois, je dis dans GHT, le T est le plus important que le H. Mais le T, ça ne veut pas dire qu'on doit récupérer dans le H ce qu'il y a autour. Ça veut dire au contraire qu'on se projette. Et ce que dit Benoît, je suis vraiment... on essaie de faire attention à ça, c'est que les groupements hospitaliers territoires et l'organisation telle que vous l'avez présentée, ça doit permettre aussi de faire vivre l'hôpital de proximité, sous une forme ou sous une autre, hein, et de le dynamiser, de le fortifier. Alors, Madame pour que la présence soit maintenue. Avant de passer la parole, est-ce que vous dites très clairement, c'est que vous souhaitez que les URPS soient représentés au niveau des GHT, sans faire de note de service? Non, je ne l'ai pas dit comme ça, et vous le savez très bien. Vous le dites comment alors? Non, je dis oui, comme Luc l'a montré, comme David l'a dit, les groupements hospitaliers de territoire, au fur et à mesure qu'ils vont, parce que là, pour l'instant, ils se marient, hein, bon. Donc ils ont un mois et voilà. Des fois, oui, des fois par amour, des fois un peu, alors vous dites comment, un peu contraint. Alors nous disons, et nous l'avons déjà dit, il doit élaborer, ce groupement hospitalier territoire, son projet médical. Mais son projet médical, ça a un sens si ça part d'un diagnostic de son territoire, un diagnostic de l'offre qui existe. Mais l'offre, qu'est-ce que c'est si ce n'est la médecine libérale, qu'elle soit organisée en ville ou même dans les cliniques, et puis les autres instituts médico-sociaux, institutions de toutes sortes qui existent. Donc,
dans ce qu'on se dit, ce que nous disons dans le Comité national de suivi, nous en avons déjà parlé avec la Fédération hospitalière de France, c'est un tout petit peu trop tôt, mais dans 6 mois, on va faire ce bilan. Et comme je suis très satisfaite, David Gruson vient de vous dire, oui, je suis d'accord pour dire à mes directeurs ou aux directeurs d'établissements publics qu'ils représentent, et qui sont autonomes, porter ce regard. Très bien. Très bien. Donc vous dites que les GHT doivent élaborer leur projet médical en tenant compte de la médecine libérale. On peut le dire comme ça. Alors David Gruson, et puis après Pierre-Jean Ternamian et puis Madame Vallon. Un dernier point, j'aime pas trop faire d'effet de manche, mais je regarde Philippe Boutin. Pour être plus opérationnel, je pense que moi ce que je vous propose, Président, c'est qu'on ait un dialogue un peu direct et un suivi en temps réel. Là, les groupements, les périmètres viennent d'être fixés là, début juillet. Et qu'on se fixe le point, on se voit tous les mois, tous les 2 mois. Nous, on mettra les choses sur la table. On a une cartographie des périmètres de groupement. On va avoir une vision des conventions constitutives. Et il faut regarder les choses de votre point de vue du RPS. Quels sont les bons exemples, quels sont les moins bons exemples d'associations, de dialogue ville-hôpital dans le cadre des groupements. Qu'on le regarde sur le schéma institutionnel, mais qu'on le regarde, et aussi j'insiste sur ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, sur la partie d'écriture qui va se préciser dans l'année qui vient, des projets médicaux de groupement, des projets médicaux de territoire, parce qu'il faut que vous ayez aussi votre regard sur la manière dont les choses se structurent. Donc, tous les ans à la Baule. Voilà. Président. La Baule une fois par an, mais entre-temps, tous les 2 mois. Dans un an, si je reviens devant vous, si vous m'invitez encore dans un an pour me dire que l'engagement d'un diagnostic partagé, d'un suivi un petit peu en temps réel n'a pas été tenu, vous aurez le droit de m'engueuler tout à fait légitimement, comme vous pouvez le faire d'ailleurs dès maintenant. Mais ce que je vous propose, c'est que les groupements viennent de se déployer. Faisons ce travail-là au niveau national, suivi, diagnostic, recensement, remonter dans nos réseaux respectifs. Mais je pense que vraiment la clé du sujet, c'est à travers le message que vous pouvez délivrer au sein des URPS, à travers le message que nous on délivrera à nos adhérents de la fédération, un message de nécessité d'ouverture des groupements sur la médecine de ville, selon des formes qui ne doivent pas être pré-régulées, qui ne doivent pas être pré-réglementées, inventées par le terrain, diffusons les bonnes pratiques, faisons le suivi en temps réel. Et je pense que si on a un suivi partagé, c'est cette méthode-là qui arrivera au vrai décloisonnement ville-hôpital. Alors, merci. Pierre-Jean Ternamian, alors comment vous, on va vous prendre le micro, comment vous réagissez? Vous êtes président de AURA, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, URPS Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous partagez tous ces points de vue? Non, je crois que... Vous dites qu'il faut qu'on soit les plus performants, vous dites ça. Donc, il y a une logique ça marche, de performance et de concurrence. Moi, je pense que si vous voulez, d'abord, je voudrais revenir sur le déroulement de ces journées. Il faut comprendre qu'il y a de nouvelles mandatures qui sont mises en place cette année et qu'on a switché, on va dire, d'un sujet qui avait été défini auparavant, qui était la formation médicale continue. Et oui, mais c'est plutôt les verticalités, à mon sens. Et il nous a semblé, au niveau de la CN avec Philippe Boutin, que c'était beaucoup plus pertinent avec la nouvelle loi de vous proposer les territoires de santé libéraux, avec l'articulation que l'on a entre la mise en place des GHT, les communautés professionnelles de santé. Je pense que c'est vraiment important de le mettre en place maintenant. Si la médecine libérale ne met pas en place, je dirais, sa structuration, elle est menacée. On a un système actuellement qui se met en place de concentration pour une question de coût, d'économie au niveau des groupements hospitaliers de territoire, avec une organisation qui est difficile à gérer, à mon sens, puisque ces hôpitaux existent et qu'il y a un souci d'économie à grande échelle à avoir. Et on part d'une situation qui est intangible sur la localisation géographique historique de ces éléments. Derrière, on va avoir quoi? On va avoir une cartographie qui se met en place où apparaît ce qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé. Bon, ça existe déjà de façon informelle dans le monde libéral. À nous, on va dire URPS, de faire en sorte que ces éléments soient, on va dire, plus visibles et puissent s'articuler ensemble. Pourquoi ? Je vous donne l'exemple, on va dire, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a un territoire de santé, on a la chance d'avoir 3 projets, on va dire, TSN, gérés par les libéraux, en parfaite coopération avec l'ARS, et ça, il faut le souligner.
On participe aussi au système informatique, et là aussi, on donne, je dirais, on participe à la gestion du système informatique, des deux, d'ailleurs, Auvergne et Rhône-Alpes. Et il nous a semblé pertinent, au niveau de la définition de nos territoires, de travailler dessus en amont. Pourquoi ? On a un outil qui s'appelle Géosanté, qui nous permet d'avoir une cartographie, on va dire, des différentes strates. Pourquoi ? Parce que le territoire d'un médecin généraliste spécialiste n'est pas le même que celui d'un radiologue ou d'un chirurgien orthopédique ou d'un neurochirurgien. Et que chacun d'entre nous, on est correspondant d'autres confrères et qu'on a déjà nos réseaux. Je pense qu'un des rôles de l'URPS, c'est d'organiser et de cartographier ces éléments pour voir comment ils s'articulent actuellement entre les hôpitaux avec lesquels on a l'habitude de travailler, les établissements privés MCO, l'aval avec, on va dire, les soins de suite dans l'adaptation, voire les EHPAD, et que tout ça, c'est une des missions que l'on doit avoir en tant qu'URPS, de manière à avoir une cartographie de cet élément-là, pour pouvoir, quelque part, avec les outils qu'on est en train de mettre en place, dialoguer aussi avec l'hôpital public, voir comment il évolue et comment ils essayent de se projeter hors les murs. C'est évident, on le voit, on le ressent dans nos régions. À nous, libéraux, on va dire, d'avoir une offre adaptée, coopérante, complémentaire. Il y a des fois où ils sont, je dirais, largement meilleurs que nous. Il y a d'autres fois où on est plus pertinent. Et on est, en général, plus réactif. À nous de démontrer ça et de coopérer. Ça se fait en dialoguant, je pense, avec l'agence. Les territoires de santé sont un laboratoire d'essai, à mon sens. Alors, on a aussi, je dirais, à avoir un réseau entre nous. Typiquement, vous avez actuellement des projets qui fleurissent au niveau de ce que l'on évoquait tout à l'heure, la télémédecine. L'imagerie en particulier, c'est évident qu'il y a un certain nombre de structures publiques qui sont en déshérence. Peut-être que demain, ce seront des structures libérales parce qu'on n'a plus d'associés. Et quelque part, pour prendre la garde chez nous dans un établissement, ce n'est pas facile de trouver de nouveaux associés. Donc on a un vrai besoin, on va dire, de réseau et donc d'articulation entre ces communautés à définir qu'il faut inventer, on va dire, en ne recyclant pas les anciens réseaux, mais en essayant de construire une véritable cartographie par rapport au GHT. Comment on peut dialoguer ? Typiquement, on a un projet en Rhône-Alpes-Auvergne sur la dématérialisation de la mammographie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un schéma, on va dire, de dialogue entre les structures hospitalières, qui produisent peu de mammographie, 2%, et 98%, c'est l'offre libérale. Bon, quelque part, il faut pouvoir dialoguer entre nous et échanger nos images. Ces images, c'est la clé de voûte pour pouvoir, chacun d'entre nous, qu'on soit médecin de premier recours, deuxième recours ou spécialiste, d'avoir un dialogue. Bon, ce dialogue, ça passe par deux manières. Soit on fait un système, on va dire, centralisé et on a un énorme PAX qui coûte une fortune à l'État parce qu'on lui demande sans arrêt des ronds. Soit on essaye de relier nos différents PAX et avoir un système, on va dire, protéiforme où on dialogue. Et quand on plaque ce schéma-là, on va dire, de dialogue entre les PAX d'imagerie, je dis bien PAX d'imagerie publique et privée, on dialogue aussi sur une cartographie dans des communautés de territoire, puisque les radiologues sont des structures organisées de longue date en réseau, avec un territoire de santé qui couvre des besoins qui ne sont pas forcément celui, on va dire, du médecin généraliste, qui lui-même est organisé en permanence de soins. Donc il faut coller à la réalité de terrain. Je pense que c'est le rôle des URPS de faire un relevé complet au plus vite. Nous, on s'y est déjà attelé, on a lancé l'opération tout de suite. Et quelque part, sur un projet comme on a, on va dire, de PAX dialogant, on va pouvoir à ce moment-là permettre des échanges d'images entre les groupements hospitaliers de territoire, pour ceux qui voudront bien alors nous ouvrir les portes. Moi, j'ai l'engagement, on va dire, du directeur de la stratégie des HCL de me dire qu'on pourra pénétrer librement dans son PAX. J'attends de voir si la direction des systèmes informatiques le fera. Je suis très cartésien, je veux voir. Hein. Vous doutez un peu? Je doute fortement, oui. Mais bon, il y a une volonté de leur part d'aller hors des murs. S'ils veulent dialoguer, il faut qu'ils dialoguent avec nous. Il faut qu'ils puissent ouvrir leurs données comme nous, on va coopérer. Mais c'est à l'usage qu'on va le voir. S'ils sont capables, je dirais, de se mettre en réseau avec nous, ce qui fera quand même peut-être qu'on évitera de refaire des examens. Il suffira d'aller piquer l'examen et on évitera une redondance et on fera des économies parce que quelque part, le modèle, il est contraint. Donc je pense qu'il y a un vrai dialogue à avoir entre les GHT qui sont, on va dire,
partant d'une structure existante où ce n'est pas facile à gérer parce que chacun défend son précaré, des territoires de santé libéraux qui fonctionnent et qu'il faut organiser et cartographier avec des strates différentes. Le rayon d'action d'un laboratoire de biologie n'est pas celui, on va dire, d'un orthopédiste ou d'un neurochirurgien. Il y a des zones où il n'y a plus de neurochirurgie privée, il y a des zones où il y a de la neurochirurgie. Si on prend l'exemple de la Corse en imagerie, c'est essentiellement une offre libérale, et ils sont organisés pour faire tourner les hôpitaux. Donc c'est à nous, alors c'est peut-être un des rôles, je pense que c'est un des rôles importants des URPS, d'essayer d'organiser ces territoires de santé libéraux pour qu'ils puissent plus ou moins, et ils ne colleront pas forcément à 100%, et ça sera toute la difficulté avec, on va dire, l'organisation des communautés définies soit au niveau du département. On a un exemple, je dirais, en Auvergne-Rhône-Alpes où, quelque part historiquement, je prends l'exemple de Brioude en l'occurrence, où les gens n'ont pas forcément tendance à aller sur le... Ils ne sont pas contents là-bas. Oui, ça râle. Alors après, il faut voir quelle est la solution à trouver. Et moi, je ne l'ai pas personnellement. Je dis simplement que des fois, il y a des flux de population historique qui existent et qu'il va falloir voir quelle est la meilleure solution. Mais aujourd'hui, il y a une opportunité, ce que vous dites, entre cette restructuration tant de la médecine hospitalière que soit le monde libéral se réorganise en territoires de santé libéraux qui fonctionnent en coopération avec les GHT et on survivra. Sinon, gare. Et les jeunes, ils ne vont pas à l'hôpital plus qu'en ville? Les jeunes, ils ont envie d'aller à l'hôpital, mais si on leur offre une situation, on va dire, avec un maillage correct, avec un dialogue avec l'hôpital et l'établissement privé qui est en face et qui doivent collaborer, ils aiment bien être indépendants des fois. Alors, c'est vrai qu'il faut des gestionnaires là-dedans, mais ce n'est pas simple. Mais je pense qu'on peut y arriver. Madame Vallon, alors quel est votre regard alors à écouter ces volontés de dialogue, d'organisation entre la ville et l'hôpital? Est-ce que vous en prenez le pas? Franchement, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il vient de dire Pierre-Jean Ternamian. Donc, à écouter tout ce qui s'est dit, d'abord je fais une constatation. Vous êtes en train de vous situer par rapport à l'hôpital de nouveau. Hein, je me permets de vous le dire là, dans la discussion. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis très alignée avec ce que vient de dire, et on ne s'est pas concerté avant, Pierre-Jean Ternamian, parce que je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est exister dans le système qui se construit. Il faut d'abord exister. Avant de dialoguer, il faut exister. Les hôpitaux, c'est leur devoir, c'est ce qu'on leur a demandé, ils s'organisent, selon un cadre législatif, puis réglementaire, contrôlé et organisé par les ARS. Très bien. La loi vous a proposé, d'une manière extrêmement souple, bien moins cadrée, et c'est normal d'ailleurs, que pour les établissements publics, aussi un cadre d'association, et je ne redétaille pas, mais avec tout ce qui a été dit, qui peut reprendre tout ce qui existe déjà, donne les moyens de le systématiser ou de le généraliser, parce que systématiser est un mot que j'aime pas du tout, mais de le généraliser, avec un cadre très souple. Il n'a échappé à personne qu'il n'y a pas de texte d'application sur les CPTS et que le décret sur les PTA est extrêmement light. Et je me permets de dire que les DG d'ARS n'y sont pas tout à fait pour rien, à de multiples titres. Et donc, vous avez le cadre pour vous organiser. Et évidemment, après, moi, je n'ai rien à redire à ce qui a été dit par David et le président de la CNERPS, qui est de suivre et de faire la veille sur le fait que, du point de vue institutionnel, les choses fonctionnent, etc. Mais je vais dire une banalité. Le sujet, c'est pas les relations entre... Enfin, c'est pas les relations. Le sujet, c'est, comme l'a dit Anne-Marie, évidemment, le fait que le projet médical aborde, du point de vue du projet médical du GHT, les relations, la bonne liaison, la fluidité, l'ouverture vers la médecine libérale. Mais le sujet de la médecine libérale, ce n'est pas ses relations avec le GHT. Le sujet de la médecine libérale, c'est la relation ville-hôpital. C'est pas tout à fait la même chose. Ça se recoupe voilà. Un peu. Parce qu'en médecine libérale, il me semble que, et là aussi je reprends d'une autre manière ce que vient de dire Pierre-Jean Ternamian, vos atouts, c'est plutôt la réactivité, la créativité, le fait d'être capable de s'organiser souplement sur le terrain, de bouger s'il faut bouger, et puis tel médecin est là, on fait avec tel médecin, et puis il y a changement, c'est une autre spécialité, on fait autrement. Et tout ça, vous pouvez le faire en peu de temps. Ce que l'hôpital, pour d'autres raisons, il a d'autres atouts, n'est pas en mesure de faire. Donc vous n'avez pas les mêmes atouts que l'hôpital. Et il faut analyser, enfin je crois que j'avais dit quelque chose comme ça l'année dernière, mais
Il faut analyser, il faut prendre conscience de vos atouts et fonctionner avec vos atouts. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement constituer des communautés professionnelles, organiser le BTA, avoir bien conscience que ce n'est pas les mêmes objets, que ce ne sont pas des structures. Moi, je trouve que c'est un des points forts de cette loi qui est que, je laisse de côté l'hôpital, mais les CPTS, c'est communauté, territoire. Donc c'est des hommes, des femmes, bien sûr, et un territoire. Et la PTA, c'est une fonction, pas une structure, c'est une fonction. Donc tout ça, après, a toujours un volet juridique. Mais fondamentalement, tout ça, ce ne sont pas des structures. Ce qui est une autre manière de dire tout ce qui a été dit sur on superpose, on ne rajoute pas une couche, qu'a excellemment décrit Luc Duquesnel. Voilà, moi, comme je réagis à ça, c'est occupez-vous de vous d'abord. Et alors justement, Et madame, il y a beaucoup de projets dans certaines régions, il n'y en a pas beaucoup de création de CPTS dans certains projets. Là où il n'y a pas de projet de création de communautés professionnelles de territoire en santé, qu'est-ce que vous faites, vous, ARS, alors? Alors, deuxième point, d'abord, merci de la question. D'abord, il faut être pragmatique. Une politique publique, ça se conduit progressivement et avec détermination. Bravo. Il ne faut pas s'interroger sur le fait de savoir si on va tout faire tout de suite, puisque pendant qu'on s'interroge sur le fait qu'on va tout faire tout de suite, on ne fait rien. Et donc, enfin, moi, je pense qu'on est aussi assez d'accord là-dessus. On va commencer par, je pense qu'une certaine manière, c'est ce qu'a fait Luc Duquesnel aussi. On va recenser les endroits où il existe déjà des dispositifs qui sont des proto-CPTS, des quasi-PTA, quelque chose qui y ressemble. Mais qu'est-ce qui manque? En effet, un peu de moyens aux généralistes, parce qu'il le fait pour certains patients, mais bien entendu, compte tenu de ses horaires, etc., il n'a pas le moyen de le faire de manière plus générale, de manière plus structurée, en tirant les enseignements. Il manque un peu, c'est incomplet, c'est pas tous les jours pareil, etc. Et donc, là où il y a déjà une espèce de terreau, d'une certaine manière, qui le permet, eh ben, on va parachever, compléter, mettre ce qu'il faut, peut-être un peu structuré quand c'est nécessaire, et on va en faire, on va regarder ensemble au mois de septembre, 5, 10, 15, 20, et puis on va ensemble, puisqu'on entre dans le projet, dans la période du PRS, établir un plan de déploiement qui nous paraît cohérent avec ce qu'on veut faire, le bon compromis entre ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire. Et je trouve qu'il vaut mieux faire comme ça que de se dire qu'il faudrait tout faire et que de toute manière, on ne sait rien faire. Alors, est-ce qu'on a 10 minutes encore? Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut réagir, donner son avis? Pas forcément poser des questions. Alors, le plus court possible, évidemment, ça sera formidable. Vous vous présentez pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bonjour, docteur Simon, vice-président de l'URPS ML Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Oui. Bonjour. Je voudrais faire juste une intervention, pas forcément des questions, parce qu'effectivement, on adhère tous beaucoup, on a bu vos paroles, mais je vais être plutôt, moi, dans le pratico-pratique fonctionnel. Suite à l'intervention de Luc Duquesnel, que je salue et que je remercie de son enthousiasme qui perdure au fil des années. Hein, non, mais c'est vrai, quand même, c'est quand même important de souligner que des médecins s'engagent dans des travaux quand même conséquents. Et j'ai vu ton exposé sur ta PTA. Alors, je t'ai remercié, mais je ne veux pas être désagréable, hein, loin de là. Mais j'ai revu exactement la même présentation que le projet Santéland, financé par le Grand Emprunt, à hauteur de 12 millions d'euros. On a exactement le même diaporama quasiment dans le fonctionnement de l'organisation. D'accord? Non, mais c'est normal. Mais je veux dire, c'est dommage qu'il gaspille autant d'énergie, Luc Duquesnel, alors que déjà, c'est structuré dans des projets qui sont financés. Non, mais il n'a pas TSN, on est d'accord. Alors, donc, c'était juste une... J'ai pas 12 millions d'euros non plus. Alors, si tu me laisses pas finir, effectivement... Vous vouliez provoquer, j'allais souligner, mais c'est pas la provocation, c'est un constat. Hein, je veux dire, on est là pour se dire les choses aussi, d'accord? Donc, pour être plus constructif, je dirais, vous parliez, Madame la directrice de la DGOS, de créativité, justement, au travers. Donc, c'est moi 2 messages que je veux vous faire passer. Là, je change de partenaire.
Effectivement, nous travaillons comme des fous au travers d'un comité de pilotage dont je fais partie depuis le début, où on essaye de faire preuve de créativité, hein, comme en fait preuve Luc Duquesnel. Et malheureusement, en pratique, les retours qu'on a, c'est beaucoup de blocages. Je citerai de blocages au niveau du COMOP, par exemple, qui nous lance des obstacles juridicaux. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais plutôt vous donner 2 exemples hein, qui seront plus simples. C'est les aides à la prescription hein, qui sont fondamentales au travers de la relation transversale infirmière-médecin généraliste dans les cas complexes, où le médecin généraliste intervient souvent pour des modifications de traitement à la semaine, à la quinzaine, et on utilise un système de communication qui s'appelle Globule et qui permet de faire ces échanges-là. Et nous avions dans Globule prévu, puisque nous avons beaucoup d'argent, Luc, donc nous, on peut se permettre le luxe de faire de la créativité, et on avait prévu effectivement que le médecin puisse faire ces modifications de traitement au lit du malade et avec connaissance à l'infirmière en travers de Globule. Je vous la fais courte, blocage au niveau du COMOP parce que la HAS, les cahiers des charges de la HAS, etc., je ne vous rentre pas dans les détails. Bref, le COMOP, c'est le comité opérationnel qui centralise les 5 projets TSN nationaux. Donc, si vous voulez, ce projet, il y a eu un blocage, et grâce à la déconcentration de l'État, on peut dire merci à notre directeur d'ARS qui a pris sur lui, comme dirait l'autre, de faire poursuivre cette initiative. Ce qui est en termes de fonctionnement n'est pas quand même très physiologique. Donc voilà, je voulais vous citer cet exemple-là. Donc à voir. Puisqu'il faut être court, je vais vite. Hein. Deuxième exemple, c'est le carnet de vaccination électronique. Hier, il y a un... On en parle plus tard. Hein, non, mais attendez, 2 secondes. Il y a un G5 qui s'est constitué, je parle à madame la directrice, je lui donne un message en direct. Bon, je ne suis plus dans le concept, je suis dans le pratico-pratique, ligne directe. On a fait une réunion d'un G5 qui donc regroupe les 5 unions qui sont dans les projets TSN, et nous avons à cœur effectivement de mettre en place le CVE dans les 5 projets, et nous avons à cœur que la DGOS nous aide à ce qu'il y ait une vraie politique vaccinale en France avec une dématérialisation du carnet de vaccination électronique, parce qu'aujourd'hui, c'est la chienlit, il n'y a aucune traçabilité, tout le monde vaccine, il n'y a plus aucune trace, on ne sait plus qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, il y a de la survaccination, il y a de la sous-vaccination. Mais on en parle vraiment beaucoup oui, demain. Non, mais c'est une invitation que je demande à la directrice. Ah, alors la directrice va répondre. J'ai dit que j'étais dans le pratico-pratique, je n'étais pas dans le concept. Et le G5 qui s'est réuni hier soir donc, souhaite de votre part que nous soyons invités le 13 octobre au prochain COMOP avec chaque chargé de mission des TSN pour pouvoir évoquer ce problème du CVE. Voilà. Donc c'est une invitation directe que nous sollicitons. Le 13, Michel. Alors, non, c'est pas possible. Non, je rigole. Est-ce que c'est possible? Oui. Non, pas de réponse. Est-ce qu'il invitait le 13 alors, madame la directrice? Je vais regarder, je ne sais pas qu'il y avait une réunion. Le prochain COMOP est le 13 octobre, si ma mémoire est bonne, ou sinon mémoires sont bonnes, puisque nous avons fixé ça hier. On revient vers vous alors. Mais enfin, à mon avis, c'est bon. Alors, il y avait, Benoît, il y avait une... En tout cas, il y a une demande d'agenda très précise. Alors, le plus court possible, des réactions, pas forcément des questions. Hein. Oui, c'est des réactions. Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste. Attendez, écoutez Jean-Louis Bensoussan. Vice-président de l'URPS Occitanie. 2 remarques d'abord, une sur les GHT, et une sur les PTA. Sur les GHT, merci beaucoup à Madame Vallon d'avoir fait cet éclaircissement qui va tout à fait dans le sens de ce que je voulais dire. Prenez-vous en main, c'est ça. Et effectivement, qu'il y ait un observateur de l'URPS médecin au sein des GHT, oui, mais qu'il y ait une sorte de conglomérat qui vienne se faire avec les MSP, avec les pôles de santé, qui deviendraient presque des établissements à l'intérieur du GHT. Là, je dis danger, je dis feu rouge, je dis tout ce que vous voulez, mais là, attention à ça. Première remarque. Deuxième remarque sur les PTA. Je crains la dérive aussi. PTA, vous accolez le mot de coordination à la fin. PTA, c'est pas PTAC. Quand on dit PTA, on dit plateforme territoriale d'appui
à toutes les initiatives du terrain des CPTS en termes d'organisation des soins au sens très large. Et quand je vois le projet de Luc et d'autres projets de PTA qui se mettent en place aujourd'hui très vite, elles sont très centrées sur les personnes âgées, les cas complexes, le suivi des cas complexes, etc. Parce que, quelque part, on recycle des choses qui existaient déjà à travers les PAERPA, à travers plein de choses que nous faisions et qui marchent plutôt bien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et le pari que nous devons faire, c'est d'aller au-delà de ça. Et qu'une CPTS, elle peut aussi avoir comme projet de santé, par exemple, d'améliorer la couverture vaccinale contre la grippe de sa population. Et elle a besoin de la PTA aussi pour ça, et pas simplement pour dire à une assistante sociale où est-ce que je la mets et comment je lui trouve une place en EHPAD. Allons beaucoup plus loin que ce qui existe déjà. C'est le pari que nous devons prendre et on doit inciter les médecins à s'engager dans des configurations différentes de celles qui existent. Mais il faut commencer par étapes, peut-être. Voilà, mais c'est pour ça que le mot important. de coordination associé à PTA, moi, j'en veux pas. Une question derrière, une réaction derrière. Allez-y. Oui, Marcel Ruetsch. La caméra est sur vous. Secrétaire Grand Est. Écoutez, je suis médecin généraliste. Je suis beaucoup moins optimiste et dynamique à mon âge que Luc ou que d'autres. J'ai pas compris encore, là, sur cette table ronde, j'ai entendu parler les derniers mois d'un virage ambulatoire. Et je sais toujours pas, dans ce virage ambulatoire, si c'est l'hôpital qui va encore plus sortir de ses murs, ou si enfin on va investir sur la médecine libérale. Et peut-être que demain à midi, j'en saurai un peu plus, s'il vous plaît. C'est une question... Ça, c'est Attendez, on va... plus qu'une question, c'est une... Oui, c'est plus qu'une réflexion. Alors, monsieur au premier rang, au dernier, alors. Et puis après, vous. Allez-y, monsieur. Philippe Aramontuco, président de l'URPS ML Nouvelle-Aquitaine. Madame la directrice générale, vous nous avez parlé de mutations coordonnées. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans le cas des GHT, quelles ont été vos réflexions justement sur la coordination entre le milieu hospitalier privé et le milieu hospitalier public, qu'on ne lit pas clairement dans les textes? Alors c'est vrai qu'à entendre M. Cruzon, on ne peut que s'en réjouir. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous sur le terrain, ça ne se passe pas du tout comme ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour réfléchir à ça? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant de le prévoir dans les textes au départ, d'une part? Autre sujet, je rejoins ce qu'a dit Pierre-Jean tout à l'heure. Effectivement, les PACS régionaux en matière d'imagerie, on n'y est pas a priori du tout favorable pour des raisons qu'il a évoquées, de coûts, d'organisation. Il serait sans doute beaucoup plus raisonnable de mettre en coordination et en accessibilité les différents PACS existants. Mais je suis étonné qu'on n'ait pas encore abordé le problème du numéro d'identifiant santé, qui est quand même la clé de voûte à la fois du GHT, de la mise en commun des informations, et j'en ai pas entendu parler pour l'instant. On va en parler samedi matin. Quant à la plateforme de Luc, on peut que le féliciter, et si elle a des ressemblances avec d'autres plateformes existantes, on ne peut aussi que s'en féliciter. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tu nous as pas parlé, entre guillemets, pas vraiment du SILEX, du système d'information, et en particulier de la coordination et de l'interfaçage de cet outil avec les outils existants, qui est aussi une problématique permanente qu'on rencontre dans notre activité. Merci, vous répondrez oui, à la fin. Je redis, parce que Philippe le dit, mais que demain matin, la matinée est consacrée au système d'information et territoire. Donc l'ensemble de ces questions seront reprises. Une dernière réaction. Patrick Carlioz, Aura. Je reviens sur les propositions de M. Cruzon sur la télémédecine. Pourquoi il y a ce blocage sur la télémédecine? Vous parliez de freins financiers, que vous faisiez les consultations de télémédecine plus ou moins gratuitement pour rendre service à la population. Le problème de la télémédecine, c'est un problème d'abord juridique. Ça fait des années qu'on demande juste une structure juridique pour protéger la télémédecine. Très récemment, depuis le mois de février, un jeune homme de 19 ans, pour une télémédecine de diagnostic d'une lésion cutanée, est mort 6 mois après parce que c'était un spinocellulaire. D'accord ? Le praticien a été condamné parce qu'il n'a pas vu le malade. Il a été condamné ordinalement et il a été condamné en civil.
D'accord? Parce qu'il n'a pas vu le malade. On enlève le sens clinique. La clinique, c'est la science des sens. Et c'est la base de la médecine. Donc, tant qu'on ne nous aura pas donné une structure juridique pour protéger le praticien, il y a un énorme danger dans cette télémédecine. Merci, il fallait le dire. Alors, qui veut réagir? Madame Armand-Terrasse, Madame Vallon, tout le monde, un peu, très rapidement. Non, vous ne voulez pas réagir. Alors, honneur à la directrice générale de l'offre de soins, rue de Mission. Merci. Une minute. Un mot donc, virage ambulatoire. Je voudrais reprendre les propos tout à l'heure de Véronique Vallon. Est-ce que le virage ambulatoire, c'est pas l'hôpital qui conceptuellement fait des dossiers de partenariat et de coopération avec l'idée de la médecine de ville. C'est concrètement des malades qui restent moins longtemps à l'hôpital. Donc ça veut dire des malades qui sont plus précocement repris en charge par leurs médecins en ville et qui vont aller à leur domicile. Et ils vont aller à leur domicile soit assistés par une équipe d'hospitalisation à domicile, soit tout seuls parce que leur médecin va, peut-être par le biais d'une association d'infirmiers de soins à domicile, pouvoir les traiter et les laisser au domicile. C'est vraiment ça. Le virage ambulatoire, c'est moins d'hospitalisation. 2, c'est des hospitalisations plus courtes. 3, c'est faire en 0 nuit des choses qu'on mettait avant 3 nuits pour réaliser. Mais le cœur de tout cela, c'est préférence domicile, sous une forme ou sous une autre. Et ça, l'hôpital ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut le faire qu'avec la prise en charge, l'engagement, l'organisation des médecins en ville. D'accord, c'est voilà. clair. Ça, là-dessus. C'est clair. Deuxièmement, GHT clinique. Vous me dites, les textes ne permettent pas la coopération entre les GHT et les cliniques. Et si on oubliait de regarder les textes, et si on se disait, il y a des projets de coopération hôpital-clinique en France qui existent depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 20 ans. Il faut qu'ils soient développés. Le discours de la Direction générale de l'offre de soins, mais qui est également, je ne veux pas parler pour eux, des discours qui sont portés par les présidents des fédérations, vous les avez entendus, c'est de dire localement, territorialement, il y a des partenariats soit qui sont conclus et qui ne doivent pas être remis en cause, soit pour des idées comme ça générales ou d'actualité, soit des partenariats qui doivent être conclus. Tout à l'heure, il y avait la question de la concurrence, c'est ça qui est le plus compliqué. Bien sûr qu'il y a de la concurrence. Simplement, il faut arriver à regarder comment, avec le patient qui est au milieu, c'est lui qui nous intéresse, ce n'est pas les idées qui nous intéressent, c'est le patient qui est au milieu. Avec le patient, on peut transformer des existences séparées, de structures séparées, comme l'a dit Véronique, avec des fonctions qui permettent de mieux les prendre en charge. Et donc, on a déjà des radiologues libéraux qui vont faire vivre une machine à l'hôpital qui, elle, n'a plus ses praticiens, où on a et on aura inversement des machines qui vont être dans des sphères qui sont plutôt des sphères de cabinets d'associations libérales et qui seront conçues pour travailler pour des patients qui vont arriver à l'hôpital. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut voir les choses. Et comme effectivement demain matin, vous avez une séance TSN et système d'information, vous aurez encore l'occasion de reparler de ces sujets. Merci. Véronique Vallon, vous vouliez insister sur l'évaluation ? Parce que je voulais juste jeter, comme chacun jette ses petits cailloux et passe ses petits messages, je vais faire pareil. Cette politique territoriale, CPTS, PTA, quel que soit le sigle, les noms qu'on lui donne, est une politique territoriale, donc par construction, elle est une politique d'application diversifiée. Et donc j'ai rappelé qu'on avait tout fait pour ça. Moi, je pense qu'il y aurait un grand intérêt à réfléchir à la manière dont on va évaluer la progression de cette politique. Parce que, d'une part, il y a un côté collectivement apprenant, échanger les pratiques, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, étendre ce qui marche bien, dire aussi que y a dans quelles circonstances chez eux je marche ou pas, ce qui est adéquat, rural, urbain, etc.
Et puis un sujet, ça se prête bien à l'évaluation d'une politique. Quand une politique est totalement corsetée par des textes, c'est difficile. Enfin, on peut penser que c'est moins utile, mais là, ça serait particulièrement utile d'une politique progressive, d'application diversifiée. Ce serait particulièrement utile d'avoir un mécanisme auquel il faut réfléchir, qui tous les ans, 18 mois, enregistrerait sa progression. Et puis, est-ce qu'elle est pertinente? Jusqu'à quel point? Précisément, comment s'exerce la liaison ville-hôpital dans le cadre de cette territorialisation? Voilà, je pose ce petit caillou de proposition, en particulier à ma voisine de gauche. Vous l'avez pris, le caillou? Oui. Alors, David, il l'avait déjà. Il va passer de la tête au stylo. Alors, David Gruson et après, ou Luc Duquesnel, comme vous voulez. Oui, de réponse à Jean-Louis qui disait attention que ces plateformes territoriales restent d'appui, ce pas de coordination. Il ne doit pas y avoir de modèle unique. Bon, après, d'abord, premièrement, on sait qu'on ne sera jamais capable de tout faire tout de suite. Donc, il faut prioriser. Après, il faut aussi voir les enjeux de santé publique. Éviter le nombre d'hospitalisations, c'est aussi important. Et dans ces missions, tu parlais de la vaccination. On peut imaginer que le niveau, c'est peut-être plus travailler ça dans un projet de santé sur des équipes de soins primaires ou les CPTS qu'au niveau d'une plateforme territoriale. Mais globalement, il n'y a pas de modèle unique. Je veux dire, c'est aux professionnels. On part des besoins des patients, des besoins de la population et ce que sont capables de faire les professionnels. Bon, le virage ambulatoire, je crois qu'il y a un moment, il va falloir sortir de ce concept-là. Il y en a certains, ça leur donne le tournis parce qu'ils n'arrêtent pas de tourner. Il y en a d'autres, ça leur donne des crampes parce qu'on n'a toujours pas démarré. Donc c'est ça aujourd'hui le virage ambulatoire. Donc je crois que quelque part, le virage ambulatoire, en effet, pour que demain on puisse revendiquer, je pense, un ONDAM asymétrique, plus favorable à la médecine ambulatoire qu'à la médecine hospitalière, il faudra qu'on ait proposé des projets, je veux dire, de prise en charge, et c'est là qu'on pourra le justifier. Je veux dire, parce que si un investissement est nécessaire, il n'est pas suffisant. Il faut qu'en face, on ait des projets, des professionnels de santé libéraux. L'ONDAM, il est déjà un peu asymétrique. Non, il n'est pas asymétrique. Oui, il est asymétrique dans le sens, il est plus favorable à l'hôpital, puisque pour l'ambulatoire, on a aussi tout le coup de l'hépatite, du coup de l'hépatite et tout. D'accord. Bon, enfin bon, je crois que c'est pas... Non, c'est pas Nicolas le sujet. Revel sera là, sera voilà. après-midi. Alors, David Gruson, 30 secondes. Dans 15 secondes. 15 secondes, c'est parfait, comme ça on n'aura pas amputé plus le temps de pause. Moi, de cette table ronde, je repars avec, avec ces échanges, avec l'engagement et de l'incitation à continuer à agir par la méthode qu'on a essayé de suivre depuis l'engagement du dossier groupement hospitalier de territoire. La version initiale du projet de décret sur les groupements hospitaliers de territoire était un texte trop détaillé, trop technocratique. Le ministère a entendu le message d'avoir quelque chose de plus souple porté par les professionnels. Il faut maintenant écrire la deuxième étape qui est de comment est-ce qu'on arrive à trouver les plugs pratiques à partir des bonnes expériences de terrain pour qu'il y ait un dialogue ville-hôpital à ces échelles-là qui fonctionne de manière opérationnelle. Et puis résoudre certaines questions. J'entends votre observation, docteur, sur la télémédecine. Il y a un cadre juridique qui existe depuis la loi hospitalière, des choses à clarifier. Ça marche très bien dans certains pays, le Québec, et il y a même des opérateurs français de téléconsultation qui font de la téléconsultation depuis la France pour l'étranger. Donc ce qu'on sait faire pour l'étranger, pourquoi on ne le ferait pas ici? En tout cas, moi j'y vois, et j'espère que le législateur, dans la LFSS pour 2017, entendra ce message. Merci. Un mot de conclusion. Un mot, c'est simplement aux URPS de s'organiser et de faire en sorte qu'elles définissent leur territoire de santé libéraux et qu'elles dialoguent avec les GHT et qu'elles s'appuient sur les plateformes. C'est le boulot à faire. On vous donne